Je vous propose de commencer cette réunion. Autant que faire se peut, la commencer en avance. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous, mesdames et messieurs les élus. Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir. Je vous passe la parole dans 2 petites minutes. Simplement, pour me présenter, je suis Pascal Baumard de l'Agence de concertation État d'Esprit Stratis. Nous accompagnons la ville de Paris quant à la concertation de la révision du plan local d'urbanisme, qui est une grande mission, qui est un grand projet qui mobilise une grande partie de la ville. Donc ce soir, c'est la 2e réunion publique. On a fait la première réunion publique de ce type vendredi dernier dans le 12e arrondissement. Elle marque, cette réunion publique, la 2e étape de concertation sur la révision du plan local d'urbanisme de Paris. Puisque là, ce soir, ça concerne le projet d'aménagement et de développement durable, le PADD, donc c'est un mot des initiales que vous allez entendre toute la soirée, qui est le projet de la ville pour les 10 à 15 ans à venir. Et c'est un projet, c'est vraiment un projet, donc on est en phase projet. Ce qu'on va vous proposer, c'est encore à l'étude, à l'esquisse, et autant d'éléments à débat ce soir. Voilà. L'année dernière, vous avez peut-être participé à des réunions sur le plan local d'urbanisme, mais il s'agissait du diagnostic. Alors que ce soir, nous sommes dans les orientations, ce qui est très différent. Donc, on va effectivement vous présenter l'état d'avancement de la révision, les grands enseignements de l'étape du diagnostic. On fera un petit retour en arrière, mais très rapide. Et surtout, et ça va être le cœur du sujet ce soir, c'est vous présenter les enjeux du PADD, les 9 orientations et les actions concrètes que la ville propose de mettre en œuvre. Et on va en débattre ce soir. Et puis ensuite, on terminera la soirée avec les modalités de participation à cette concertation, parce qu'il n'y a pas que les réunions, vous verrez, il y a d'autres façons de participer à cette réunion, et il n'y a pas que du distanciel non plus. Ça, c'est intéressant aussi de le savoir. Voilà. On est ensemble jusqu'à 20h30 environ, et je vais vous présenter tout de suite les personnes qui vont intervenir. Alors, Jean-Pierre Lecoq, maire du 6e arrondissement, et merci à la mairie du 6e d'avoir organisé ce présentiel-distanciel. Je crois que ça fait du bien cette période de Covid de voir aussi en vrai, donc merci à vous. Je salue et je passerai la parole aussi à Anouche Toragnan, qui est adjointe à la maire de Paris en charge de la vie associative, de la participation citoyenne et du débat public. Ensuite, il y aura un temps de présentation du plan local d'urbanisme, des enseignements du diagnostic et du projet d'aménagement et de développement durable. Et là, je passerai la parole notamment à Ioannis Valou-Georgis de la direction de l'urbanisme de la ville de Paris, ainsi que François Baudet. Nous aurons différents temps d'échange et puis ensuite, en fin de réunion, on vous présentera de manière élargie tous les modes de participation et d'information avec Mathilde Savary de la direction de l'urbanisme. Voilà le cadre de la soirée, voilà le sommaire. Tout de suite, je passe la parole à monsieur le maire du 6e. Monsieur le maire, je vous cède la parole. Merci monsieur Baumard, merci de cette organisation, et c'est très bien que vous assuriez effectivement la conduite, la police, je ne sais pas comment, l'animation de cette réunion. Vous avez déjà œuvré dans le 12e arrondissement, donc en quelque sorte, vous avez essuyé les plâtres de cette seconde réunion qui, comme vous le rappelez, se situe dans le cadre de l'élaboration du nouveau plan local d'urbanisme de la ville de Paris. Alors, anciennement, on parlait des plans d'occupation des sols, mais maintenant, c'est un plan local d'urbanisme, c'est un PLU qui doit d'ailleurs après s'insérer, mais là, je veux pas troubler l'assistance, dans le cadre qui doit être en cohérence avec d'autres documents d'urbanisme, puisque tout à l'heure j'étais siégeais en distanciel avec le conseil métropolitain, c'est-à-dire la métropole du Grand Paris, et la métropole du Grand Paris a adopté son SCOT, c'est-à-dire son schéma d'orientation du territoire. Et puis au-dessus de la région Île-de-France, il y a le SDORIF, tout ça étant d'ailleurs plus ou moins élaboré et adopté à des périodes différentes. Ça veut dire que la complexité française n'est pas morte. Enfin, revenons au niveau du 6e arrondissement et de Paris, c'est bien du PLU de la ville de Paris dont nous parlons, et c'est effectivement la 2e étape, c'est-à-dire la définition du PADD, c'est-à-dire du programme d'aménagement et de développement durable, qui est un élément essentiel puisque son élaboration va se poursuivre tout au long de l'année 2022, et c'est lui ensuite qui sera soumis à toutes les opérations dites réglementaires, juridiques et de cohérence effectivement avec avec différents documents et différentes instances auxquelles il sera soumis pour avis.
Alors, je vais parler très rapidement. Les orientations, effectivement, elles ont été définies par la mairie de Paris. Chacun va pouvoir s'exprimer. Ce sont des orientations qui sont, je dirais, tout à fait compréhensibles et tout à fait louables. Bon, j'ajouterais, moi, simplement à titre personnel, que je pense que il y a un avant et un après Covid, si je puis dire. Bon, on n'est pas tout à fait sorti du Covid, mais ça nous a permis, au cours de cette période un peu exceptionnelle que nous avons vécue en 2020 et en 2021, d'appréhender la ville où nous vivons de façon différente. Et je pense qu'effectivement, nous sommes aperçus, beaucoup de Parisiens sont aperçus, que nous vivions dans une ville qui était dense. Paris est une ville très dense, très très dense par sa densité. Elle s'est construite au cours des 2000 dernières années et effectivement, elle est particulièrement dense et le manque d'espace vert est une caractéristique de cette ville. Alors, ça se traduit d'ailleurs par effectivement des départs de Parisiens et de Parisiennes de Paris qui mettent en quelque sorte en pratique la capacité de travailler à distance et qui se réimplantent éventuellement en province ou dans la métropole du Grand Paris, c'est-à-dire à une distance plus ou moins grande du centre parisien. Ça, c'est un élément très fort puisque ça se traduit par des diminutions d'effectifs dans les écoles, ça se traduit par tout un tas de conséquences qui peuvent altérer une partie de la vie des Parisiens, puisque ensuite ça peut se traduire par des disparitions de commerce, etc., etc. Bon, nous aurons l'occasion de revenir sur cette problématique-là, mais je pense qu'il faut vraiment s'interroger au-delà des orientations du PLU sur ce que nous voulons faire à Paris au cours des prochaines années, combien de mètres carrés nous voulons construire, est-ce que nous voulons privilégier la réhabilitation des immeubles plus que la construction? Est-ce que nous pouvons encore accepter des tours à proximité de la capitale ou en périphérie, etc., etc. La deuxième remarque, ça sera la nécessité d'un plan de circulation. Nous n'avons plus de plan de circulation au niveau de la capitale et de la métropole du Grand Paris, et je pense qu'il faut absolument que nous ayons un plan de circulation qui soit défini au cours des prochaines années. D'ailleurs, ça c'est une opinion personnelle, mais si nous ne le définissons pas nous-mêmes, on le définira à notre place, ce qui est jamais très bon. Il faut mieux quelquefois prendre la peine de définir un plan de circulation qui permet ensuite d'organiser les choses de façon intelligible et compréhensible, plutôt que de se le faire imposer. Et puis la troisième remarque, ça j'ai eu l'occasion de le faire au premier adjoint à plusieurs reprises, et d'ailleurs c'est un peu à l'œuvre dans Paris, et je crois que c'est une bonne chose, c'est la possibilité, et ça c'est une possibilité qu'il faut, à mon sens, rendre effective le plus rapidement possible, c'est la possibilité de permettre aux professions libérales de quitter les étages des immeubles et de se réimplanter en rez-de-chaussée à la place d'un certain nombre de commerces. Chacun sait que les commerces sont en difficulté, pas tous, mais un certain nombre, les commerces d'habillement, les commerces de chaussures, par exemple, qui sont très nombreux. On a la possibilité de permettre à ces surfaces qui se libèrent d'être occupées par des professions libérales qui, de fait, auront des locaux accessibles, plus visibles, et de remettre à l'habitation les surfaces qu'ils occupaient en étage. Alors, c'est déjà à l'œuvre, d'ailleurs, il y a déjà un certain nombre d'exemples, notamment rue de Rennes. Je pense qu'il faut que la ville accompagne cette évolution plus que je dirais, ne la combatte ou plutôt n'avance pas. Et là, actuellement, j'ai quelques exemples où on n'avance pas. Alors, il y a d'autres problèmes. Il y a le problème, par exemple, des dark stores. Ce qu'on appelle les dark stores, c'est les fameux locaux de cuisine ou d'entreposage qui servent ensuite à en quelque sorte, des livraisons par des deux roues qui interviennent de jour comme de nuit. On a des difficultés de ce type, quelques difficultés de ce type, mais on en a beaucoup moins que dans d'autres grands arrondissements. Là, c'est plutôt un problème de commerce classique. Voilà, donc ce que je voulais dire, pour en quelque sorte alimenter nos réflexions, mais encore une fois, je ne demande pas qu'on se concentre sur les remarques que j'ai faites. Il y a effectivement une présentation qui va être faite par les responsables de l'ADU sur les grandes orientations du PADD. C'est là-dessus qu'on va discuter, mais vous le voyez, monsieur Baumard, moi je souhaite toujours qu'on ait qu'il y ait une application.
c'est très bien de discuter, j'allais dire, du sexe des anges, mais il faut aussi une application pratique sur les territoires sur lesquels nous vivons. Mais j'en ai déjà terminé, j'ai déjà trop parlé, donc je vous rends bien volontiers la parole. Merci, monsieur le maire. Ben, vous ouvrez tout à fait le débat. Ça va permettre, je pense, aux habitants qui sont présents ce soir, peut-être d'orienter des questions ou de préciser un certain nombre de contributions. Je vais passer à la suite de votre mot d'introduction la parole à Anouche Toragnan, qui représente l'exécutif parisien ce soir, qui est adjointe à la mairie de Paris en charge de la vie associative, de la participation citoyenne et du débat public. Alors Anouche Toragnan, voilà, quelles sont les ambitions de la ville pour ce PADD, projet d'aménagement et de développement durable? Bonsoir à toutes et à tous, monsieur le maire, mesdames et messieurs les adjoints, chers habitants. D'abord, je souhaite excuser mon collègue Emmanuel Grégoire, qui est premier adjoint à la maire de Paris, notamment en charge de l'urbanisme, qui est malheureusement retenu sur un autre événement ce soir. En effet, je m'appelle Anouche Toragnan, je suis donc adjointe à la maire de Paris et je suis en charge de la vie associative et en l'occurrence, c'est ce qui m'amène devant vous ce soir, adjointe à la participation citoyenne. Je suis ravie d'être à vos côtés, monsieur le maire, en cette deuxième séquence de concertation autour de la révision donc du plan local d'urbanisme. En effet, vous l'avez dit, monsieur le maire, cette transformation du PLU, comme on l'appelle, est un sujet qui nous concerne toutes et tous dans notre quotidien et qui d'ailleurs a fait l'objet depuis 2020 de plusieurs étapes majeures de consultation des habitants. Vous le savez, monsieur le maire, vous l'avez rappelé, on est dans un moment clé où les grandes villes du monde doivent évidemment faire face à des défis qui sont majeurs. Évidemment, le dérèglement climatique, évidemment, la perte de biodiversité. Vous l'avez dit aussi, le risque de voir la propagation de maladies comme on l'a vécu ces 2 dernières années. Et donc, tous ces enjeux poussent en effet à concevoir une nouvelle façon de faire la ville de demain. Et c'est donc dans cette logique que le Conseil de Paris a décidé de transformer donc son PLU, son plan local d'urbanisme. Et donc, comme vous le savez peut-être, nous avons d'ores et déjà eu une première phase de révision qui s'est déroulée donc l'an passé et qui a permis notamment grâce aux travaux de l'APUR, l'agence parisienne de l'urbanisme, et à vos contributions, d'établir donc un diagnostic de notre territoire parisien. C'est ce diagnostic du territoire qui a servi donc de support à la définition des grands objectifs du PLU et qui donc servira de socle pour la mise en place du dispositif réglementaire. On est donc dans cette seconde phase de concertation, celle qui nous réunit ce soir. Et donc l'objectif est d'abord de vous donner toutes les informations nécessaires pour comprendre d'abord les différentes étapes de cette démarche, parce que c'est pas évident pour tout le monde. Et dans un second temps, de vous présenter l'ensemble des dispositifs qui existent pour mettre en œuvre cette concertation pour que vous puissiez y prendre part comme habitant. Et donc, comme elles vous seront présentées dans quelques instants, mais parmi les dispositifs qui existent pour la concertation, il va y avoir des semaines thématiques qui seront organisées dans votre arrondissement. Il y aura également différentes formations qui vous seront présentées dans quelques instants. Et toutes ces étapes vous permettront donc de pouvoir participer à cette vaste concertation. Voilà. Pour conclure, simplement vous dire que vos premières impressions sont extrêmement précieuses et nous permettent évidemment de pouvoir construire ensemble le Paris de demain. Comme l'a dit monsieur le maire, c'est une exigence dans la période dans laquelle on vit. Et donc, je vous remercie par avance de toutes vos contributions. Et je vais pas être plus longue puisque on a une longue soirée qui nous attend et je laisse tout de suite la parole à la direction de l'urbanisme. Je vous remercie. Merci Anouche Toragnan. Je vais passer la parole à Ioannis Valou-Georgis pour nous présenter alors différentes choses. Hein. C'est quoi un PLU, c'est quoi un PADD, peut-être un petit rappel aussi sur le diagnostic. Donc Ioannis Valou-Georgis, si vous nous entendez, et vous nous entendez, je vous passe la parole. Merci beaucoup Pascal. Bonjour à toutes et à tous. On peut peut-être passer à la première slide? Tout à fait. Donc, il s'agit d'un rappel du calendrier. Avant tout, où est-ce qu'on se situe? C'est important. On se situe. Donc, comme on le sait, cette procédure de révision a commencé en décembre 2020, quand le Conseil de Paris a prescrit cette procédure, cette révision du PLU. Donc, pendant l'année 2021, il y a eu un travail important qui a été produit notamment par l'APUR. Il a été précisé tout à l'heure, il s'agit du diagnostic territorial qui a été soumis à une concertation au mois de juin-juillet 2021.
dans la suite, dans la fin de l'année 2021, il y a un moment important, c'était le débat au Conseil du Paris sur les grandes orientations du PADD. Et aujourd'hui, nous nous trouvons dans une phase numéro 2, la phase numéro 2 qui va nous permettre d'élaborer finalement une des pièces importantes du futur PLU qui est le PADD. Et parallèlement, je dirais très vite, tout de suite après, on va travailler également sur le règlement lui-même, qui sera quant à lui soumis à la concertation un peu plus tard, c'est-à-dire au 3e trimestre 2021. On peut peut-être passer sur la slide suivante, comme ça nous permettra de voir la procédure dans son ensemble. Comme donc je disais, la première étape de concertation est derrière nous, s'est déroulée en avril-juillet 2021. La présente concertation se termine le 1er avril 2022 et s'agit bien de concerter sur les premières pistes de grandes orientations pour le PADD. Et puis, un moment important, ce sera fin 2022, début 2023, ce sera le moment où le Conseil de Paris va approuver l'arrêt du projet du PLU. Merci beaucoup, Ioannis. À ce stade, peut-être s'il y a des questions, alors juste d'ordre un peu technique sur c'est quoi cet objet PADD, ce calendrier, s'il y a des questions à ce stade, mais pas de fond, hein, pas sur le PADD lui-même, mais sur le calendrier qu'on vous a présenté. Je veux bien prendre une ou deux questions. Et s'il y en a pas, alors il y a deux solutions pour l'avoir. Hein. C'est la petite main électronique pour ceux qui sont en distanciel et ceux qui sont en présentiel, de faire signe au huissier. Mais à ce stade, qu'on soit bien d'accord, on n'est pas encore dans le cœur du sujet. C'est juste éventuellement si vous avez des questions sur le calendrier et sur en gros les modalités. Les modalités de révision. Non, il n'y a pas de questions. Il nous est imposé le calendrier de toute façon, donc on peut pas le changer. Hein, donc. Il ne s'agissait pas d'une contribution, d'une suggestion, mais peut-être une question. C'est juste que vraiment, on veut faire de la pédagogie, que les choses soient les plus claires possibles. En tout cas, n'hésitez pas, si quelque chose n'est pas clair dans ce qu'on vous propose ou un peu technique, moi-même, je ferai le monsieur le candide quand je vois que c'est très technique, mais voilà, c'est... n'hésitez pas. Alors, écoutez, s'il n'y a pas de questions... Il y a une question dans la salle, monsieur. On va donner la parole à madame. Ah, madame. Alors, madame, vous êtes madame... Madame Toinet, la concertation se passera aussi par groupe de travail, uniquement par lecture du dossier de PADD et commentaires écrits? Alors, il y a plusieurs modes de concertation. C'est vrai que c'était le dernier chapitre de notre réunion ce soir. On allait vous exposer toutes les modalités. Vraiment, vous allez repartir avec toutes les modalités. Notamment, il y a un point d'entrée qui est important, c'est id.paris.fr. Sur le chat, d'ailleurs, on pourra le réécrire. Mais je vais passer la parole à Madame Toragnon qui va vous en dire un petit mot, même si c'est prévu dans la dernière partie de la soirée pour se quitter avec les idées claires sur les modalités. Merci pour cette question. Peut-être pour ne pas perdre de temps, passons les slides et si vous avez toujours des questions à la fin, on les prendra à ce moment-là, comme ça on est sûr que le PowerPoint passe. Très bien. Je vais passer la parole à Mathilde Savary. Mathilde, alors vous n'aviez pas prévu peut-être d'intervenir si tôt, mais c'est très bien, je trouve, de répondre aux questions des habitants. Hein, c'est très important. Donc Mathilde, peut-être rapidement nous présenter. Allez, je vous donne 5 minutes. Mathilde, je pense que c'est assez pour... Vous allez voir, le dispositif est très complet. Alors, je vais demander à l'administrateur Adrien de nous passer directement à la partie 4 et puis on reviendra sur la partie 2. Voilà, comme ça, les choses sont dites et on pourra se concentrer sur l'essentiel. Enfin, l'essentiel, c'est évidemment le PADD, même si ça, c'est très important. Mathilde, je vous passe la parole. Bonsoir à tous et à toutes. Alors, je peux en effet tout à fait discuter du dispositif de concertation dès maintenant. Je peux vous en donner les grandes lignes au regard de la slide d'après. Voilà, celle-ci, la slide un petit peu stratégique qui vous permet de comprendre l'ensemble des dispositifs qui sont mis
à l'échelle de votre territoire, mais aussi à l'échelle du territoire parisien. Ce qu'il faut bien comprendre, en effet, c'est que le point d'entrée principal et le réceptacle en fait de l'ensemble des contributions, ce sera ID.Paris. ID.Paris qui accueille un questionnaire durant lequel, alors ça va vous paraître un petit peu abscon maintenant parce que vous n'avez pas encore eu le PADD, mais de fait, cet avant-projet de PADD, ce document de travail et qui demande à être enrichi, va être enrichi de vos différentes contributions. Il est séparé en 9 orientations sur lesquelles on va vous demander de réfléchir, de potentiellement étayer, de prioriser différentes actions pour répondre à ces orientations. Et voilà, vous aurez à votre disposition sur ID.Paris l'ensemble des documents. Vous avez à disposition sur ID.Paris, sur Paris.fr et sur de nombreux médias l'avant-projet du PADD dont nous allons rediscuter par la suite. Et puis, comme vous le voyez ici, cette première phase un petit peu intense avec nos 17 réunions publiques, mais aussi les ateliers de formation pour les forums urbains, qui sont actuellement en train de se passer dans la mairie du 12e. Les vôtres auront lieu, le vôtre aura lieu demain. Et les ambassadeurs du PLU qui sont eux aussi déployés actuellement, qui étaient déployés aujourd'hui dans le 12e arrondissement. En revanche, les vôtres, ils seront déployés un tout petit peu plus tard au sortir des congés. On a vu ça. On va dire, Mathilde, un petit mot sur les ambassadeurs. C'est qui? Oui. Oui, alors, je sais pas si vous voulez que je développe complètement, parce que là, sinon, on va peut-être... Bon, avancez, Mathilde. C'est vrai que je vous ai bousculé un peu, mais vous en sortez très bien, c'est parfait. Et donc, c'est cette première phase et cette seconde phase que l'on voit apparaître à partir de la seconde semaine des congés de février, qui, elle, se déroule selon les axes du PADD dont nous n'avons pas encore parlé, mais qui a vraiment une vocation à un temps de travail un petit peu plus précis sur ces axes thématiques. Et durant ces semaines, l'idée, c'est d'aller chercher de l'information, de travailler sur table, de faire aussi travailler les professionnels et de, pendant une semaine, vraiment activer nos neurones sur cette grande thématique qui vont vous être présentées juste après. Et voilà, vraiment deux temps de concertation pour essayer de toucher un maximum de gens, essayer d'aller chercher non seulement à l'échelle de votre arrondissement, mais aussi à l'échelle parisienne, et avec aussi les dispositifs un petit peu plus dits classiques que vous retrouvez au sein de vos mairies d'arrondissement, kakémono, qui doivent être dans le hall de votre mairie d'arrondissement, mais aussi les dépliants et les registres pour ceux qui voudraient pouvoir laisser des écrits. Voilà, je crois que j'ai à peu près dit les grandes lignes de la concertation, et je reste tout à fait disponible pour répondre à d'autres sollicitations au besoin. On rappellera bien la date, parce que vous avez parlé d'une date pour demain. En fin de réunion, on rappellera cette date où vous êtes conviés au sein de du 6e arrondissement pour vous prononcer sur le PADD. Je vous propose, si vous voulez bien, sauf s'il y a encore une question un peu technique sur le calendrier, les modalités, faites-moi signe. Pascal, vu qu'on est là, l'idée étant de cette concertation, ça me permet de bien insister sur le fait que chaque semaine qui va suivre à partir du mois de mars va vraiment être un axe du PADD qui va vous être présenté, et que toutes ces actions qui vont vous être présentées aussi, c'est des actions sur lesquelles on va vous demander de réfléchir et de travailler. Donc je vous demande d'être super vigilant et voilà, d'être alerte et très à l'écoute du discours que va porter Ioannis Valou-Georgis sur les différentes orientations de notre avant-projet de PADD. Parfait, merci Mathilde. Ioannis, je vous redonne la parole. On revient sur le chapitre 2. D'abord, les enseignements du diagnostic territorial. Ça, c'était l'an passé. Donc, on va faire un petit temps de retour en arrière, mais utile à la compréhension de la suite. Ioannis. Oui, merci Pascal. On va laisser François prendre la main. François Baudet. Merci. François Baudet. Merci Pascal. Alors donc je vais vous parler du diagnostic territorial préalable qui est vraiment la base du travail de réflexion sur le PADD qui est aujourd'hui engagé. Donc le diagnostic territorial a été réalisé entre janvier et septembre de l'année passée, l'année 2021, à partir du lancement de la procédure de révision en décembre 2020. Donc, l'atelier parisien d'urbanisme, la PUR, et la direction de l'urbanisme ont examiné en détail chacun des arrondissements, mais aussi Paris pris dans sa globalité, suivant une série de thèmes importants pour le PLU.
L'exercice a pris la forme de cartes détaillées accompagnées de commentaires. Ce sont des documents qui peuvent toujours être consultés sur un site dédié auquel il est facile d'accéder depuis paris.fr. Donc ces documents décrivent la situation actuelle des 17 arrondissements et secteurs et les évolutions observées depuis une dizaine d'années. Les enseignements de cette démarche peuvent être résumés à travers 10 grandes thématiques. Donc tout d'abord, la présence de la nature au sein des espaces publics et privés. La nature est bien présente à Paris, tant à travers les parcs et les jardins que sur les espaces publics et au sein des parcelles privées. Mais cette présence est globalement insuffisante. Elle est de plus inégalement répartie sur le territoire parisien et certains secteurs sont fortement carencés, en particulier au centre de Paris. Oui. Deuxièmement, l'empreinte carbone des bâtiments du bâti à l'émission des gaz à effet de serre. C'est une variable importante pour évaluer la contribution de Paris à la lutte contre le François, je crois que vous consommez beaucoup de bandes passantes avec la caméra. Je vous invite à fermer la caméra. On vous entendra. Il en ressort que les bâtiments représentent une part importante des... François, fermez peut-être la caméra, on vous entendra mieux. C'est fait. D'accord. En principe, c'est fait. Allez-y. Alors, excusez-moi, la question de l'empreinte carbone, donc des bâtiments, donc c'est une variable importante pour évaluer la contribution de Paris à la lutte contre le réchauffement. Et donc, il ressort de diagnostic préalable que les bâtiments représentent une part importante des émissions de gaz à effet de serre de Paris et que la consommation d'énergie auquel donnent lieu ces bâtiments est une source de forte dépendance aux approvisionnements extérieurs. Enfin, il apparaît que les efforts de rénovation thermique susceptibles d'améliorer la situation restent quantitativement faibles et largement insuffisants aujourd'hui pour atteindre les objectifs de la ville. Troisième thème, la pollution atmosphérique et les nuisances sonores. Donc à cet égard, la situation parisienne est peu satisfaisante puisque les seuils d'exposition atteints pour la moitié de la population parisienne sont jugés dangereux au regard des normes sanitaires, du fait notamment de la présence des grandes infrastructures de transport. L'offre de soins, si on regarde les services offerts aux Parisiens, est importante en quantité et en qualité. Malheureusement, elle est inégalement répartie sur le territoire parisien. Le thème du logement, très important pour les Parisiennes et les Parisiens. Il y a entre 1,3 et 1,4 million de logements à Paris. Le logement est caractérisé par un âge moyen élevé. Le parc parisien est majoritairement ancien. Il présente une certaine inadaptation aux besoins du fait de surfaces unitaires trop petites en moyenne au regard du nombre d'occupants. Les prix de l'accession et de la location sont élevés et en hausse continue, ce qui conforte une tendance à la suroccupation des logements et crée de grandes difficultés pour une partie importante de la population, et particulièrement pour les catégories populaires. Cette situation contribue à renforcer la demande de logements sociaux. Le thème de Paris ville capitale. Alors, l'insertion de Paris au cœur d'une agglomération de 10 millions d'habitants, au centre d'une métropole, est une dimension essentielle de sa situation. L'attractivité de Paris au sein de cet ensemble a pour effet une forte concentration des emplois et des richesses. Il en résulte de forts déséquilibres sociaux dans la métropole, notamment entre le sud-ouest et le nord-est, des équilibres qui se traduisent, suivant la même polarité, au sein de Paris intramuros. L'attractivité de Paris a également un effet sur la pression de fréquentation qui s'exerce sur la capitale, puisque chaque jour, en plus de ses habitants, un nombre très important d'habitants de la métropole et de l'Île-de-France gagnent le centre de l'agglomération pour travailler, étudier, faire des achats ou accéder à des services. À toutes ces occupations correspondent les emplois et l'économie parisienne. Alors, la répartition inégale des emplois est donc une caractéristique forte de la métropole. Leur concentration dans le centre et l'ouest de l'agglomération trouve son paroxysme dans ce qu'on a coutume d'appeler le quartier central des affaires, le QCA, qui couvre le 8e et partie 9e, 16e et 17e arrondissement. Dans ce quartier, le nombre des emplois peut représenter jusqu'à plus de 5 fois celui des habitants. Dans le reste de Paris, le nombre d'emplois est également très important par rapport au nombre d'habitants, mais il est beaucoup moins important. Mais très fréquemment, il y a un peu plus d'un emploi pour un habitant dans les arrondissements parisiens. Dans ce quartier, excusez-moi, donc l'économie parisienne présente également des spécificités qui la distinguent du reste de la métropole. Elle se caractérise, par la part très importante des activités tertiaires et supérieures, c'est-à-dire des sièges sociaux d'entreprise et les services spécialisés auxquels ces
recourent, les banques, les conseils, les services financiers notamment, etc. L'activité commerciale est également très fortement représentée à Paris, à côté des activités culturelles, créatives et de spectacles, qui contribuent, on le sait bien, particulièrement à l'identité parisienne. Dernier aspect de l'économie parisienne, peut-être moins évident et moins connu, la part importante qui occupe l'économie associative et les activités non lucratives. Alors, cette richesse d'activités se traduit dans la diversité des quartiers et des arrondissements, auxquels correspondent autant de centralités de portée plus ou moins locale, depuis des lieux caractéristiques de l'économie monde qu'incarne Paris, jusqu'aux micro-centralités de quartiers. À cette échelle du quartier, les Parisiens accèdent à une grande pluralité de services. Pour autant, cette accessibilité des services n'est pas uniforme et certaines des aménités les plus essentielles peuvent souffrir d'une répartition déséquilibrée, telle les grands espaces verts et les équipements sportifs. À l'échelle locale, les dynamiques que connaît le commerce peuvent tendre à un appauvrissement du commerce de proximité, qui appelle donc une attention particulière. C'est un point qu'a mentionné M. le maire dans son introduction notamment. Les paysages. La diversité des paysages parisiens est une richesse essentielle. C'est un bien commun qui conditionne la qualité parisienne et des Parisiens, mais aussi l'attractivité internationale de notre ville. Ce patrimoine est constamment enrichi, il est la marque d'une ville ancienne, sans cesse renouvelée. Une attention particulière doit lui être portée. Et enfin, dernier point lié au précédent, les transformations du tissu urbain. Pour autant, Paris n'est pas une ville statique et figée. Elle connaît d'incessantes transformations nécessaires à son adaptation aux circonstances. Les Parisiens consentent chaque année des investissements importants à l'entretien de leur cadre bâti et en particulier des immeubles dans lesquels ils vivent. Le dérèglement climatique est la circonstance qui s'impose désormais avec la plus de force et, à cet égard, les constructions récentes intègrent le plus souvent insuffisamment les nouveaux enjeux de l'environnement. C'est sans doute le principal enjeu que le PLU doit désormais prendre en compte. Je vous remercie. Merci beaucoup François Baudet. Je vais bientôt vous passer la parole. Juste un mot pour vous dire, et ça ce sera le prisme de la concertation, voilà ce diagnostic qui s'est basé aussi sur l'ensemble des contributions des Parisiens et des Franciliens, puisque vous avez la concertation sur le diagnostic, c'était du 12 avril au 16 juillet de l'année dernière, vous avez été 6300 à contribuer. Et voilà. Et lorsqu'on analyse tout ça, on s'aperçoit que les objectifs de la révision définie par le Conseil de Paris en décembre 2020 sont confortés, puisqu'ils engagent vers un Paris inclusif et productif, résilient et décarboné, vertueux et préservé, permettant à Paris de répondre aux enjeux du nouveau régime climatique. Donc ça, c'est vraiment des mots-clés. Et ce qui ressort plus particulièrement, et ce qui était dans vos contributions, c'est la prégnance de la thématique environnement, nature et santé, qui est le premier sujet de préoccupation des Parisiens, et avec des mots-clés importants comme biodiversité, qualité de vie, la chaleur en ville aussi, ça on le constate l'été, toutes et tous, la végétalisation, et puis le meilleur partage de l'espace public qu'on voit aussi dans pas mal de concertations autres, c'est un sujet important. D'autres thématiques aussi sont apparues très fortement à l'échelle de Paris, le logement et les activités économiques, le paysage urbain et le patrimoine, et les équipements et les services et la mobilité. Voilà, ça c'est à l'échelle de Paris. Ensuite, à l'échelle du 6e arrondissement, qu'est-ce qui est ressorti des contributions? Déjà, vous avez été très actifs. Il y a eu 9 cahiers d'acteurs déposés. Il y a eu 43 participants et 37 contributions. Et les thématiques fortes dans le 6e, ça a été l'environnement, la nature et la santé, mais au même titre que le reste de la ville de Paris. Voilà, la biodiversité, par exemple des exemples. La biodiversité au niveau du boulevard Montparnasse, les cours végétalisés à protéger, le jardin Alice Saunier CIT, voilà, quelqu'un disait, il est trop petit pour être notable, mais c'est une partie enclavée à préserver. Voilà, c'était quelques centres d'intérêt des habitants du 6e. Voilà ce qui ressort de cette énorme travail de diagnostic. À ce moment-là, là, dans cette séquence de la soirée, si vous voulez, on peut ne serait-ce que prendre quelques questions pour échanger sur ce diagnostic et avoir des réactions, notamment vous, habitants du 6e, comment vous le voyez à l'échelle de votre arrondissement. Voilà, je peux prendre une ou deux questions sur le diagnostic, puis après on enchaînera sur les grandes orientations et vous verrez que plus on va avancer dans la soirée, plus ce sera vraiment très concret et que ça impacte la ville de demain. Est-ce qu'à cette échelle, est-ce qu'à ce moment de la soirée, il y a encore des questions sur le diagnostic? Est-ce que je peux en prendre? Oui. Une question de Madame Ituarès, je crois. Merci, bonsoir.
Je représente le Jeudi des Beaux-Arts, qui est une association à but non lucratif. Et juste, j'ai pas compris combien de participants dans le 6e à propos de cette enquête qui a eu lieu au mois de juillet. Eh bien, en tout cas, il y a eu... peut-être, alors, je vais peut-être passer la parole. Oui, je n'ai pas le chiffre comme ça directement en tête, mais je peux faire une petite recherche et je vous donne le chiffre d'ici 5-10 minutes si vous acceptez. Il a été dit dans le... Sur le document qui nous a été fourni, il y a eu 9 cahiers d'acteurs déposés, 43 participants et 37 contributions. C'est les chiffres de la ville. Alors c'est vrai que c'est pas énorme. Non, c'est rien. C'est pas énorme, mais c'est vrai que ça a été fait en pleine sortie on était encore dans une période de Covid. Et là, effectivement, on a une année, je réponds un peu là, j'aide un petit peu, on a une année pour se prononcer. Vous allez avoir également des cahiers, des registres publics qui vont être déposés en bas de la mairie, service à la population, et puis la capacité aussi d'agir sur Internet. Donc effectivement, moi je souhaite qu'il y ait une plus grande participation et qu'on n'hésite pas à évoquer différents sujets. Par exemple, la santé environnementale est un sujet très important et on sait que l'opération Maine-Montparnasse, dans quelques années, impactera fortement, de ce point de vue-là, les quartiers sud du 6e arrondissement. Merci. Voilà, très bien. Oui, alors on peut apporter des chiffres complémentaires sur la participation. Là, c'est certainement les personnes qu'on avait identifiées dans des réunions présentielles ou distancielles, mais si on a des compléments, on vous les apportera. Ce que je vous propose, c'est, sauf s'il y a d'autres questions, peut-être d'enchaîner sur la suite du PADD pour après se garder un long moment d'échange, en tout cas un grand moment d'échange sur le PADD. Bon, bien, enchaînons et je vais repasser la parole à Yanis Vallot-Géorgis sur cet avant-projet. Et nous insistons sur l'idée d'avant-projet. Merci Pascal. Voilà. Merci. Donc, tout d'abord, peut-être rappeler très rapidement qu'est-ce que c'est que le projet d'aménagement et de développement durable, c'est ce qu'on appelle donc PADD. Il s'agit en effet d'un document qui est une pièce principale du PLU. Le PLU est à la fois un document stratégique et un document réglementaire. Le PADD, donc le projet d'aménagement et de développement durable, constitue la pièce stratégique du PLU. Le règlement, quant à lui, il sert à définir la réglementation d'une manière opérationnelle très précise. Il constitue donc la pièce réglementaire. Ainsi, concernant le PADD, qui est l'objet de l'actuelle concertation, nous devons retenir que les premières pistes qui sont aujourd'hui présentées expriment quelques premières orientations urbaines, paysagères et environnementales. Ces éléments qui composent l'avant-projet, qui composeront l'avant-projet du PADD, sont basés sur les remontées ici de la concertation sur le diagnostic, ça a été dit, et également sur un travail mené avec les mairies d'arrondissement, et s'inscrivent aussi dans la continuité du débat qui s'est tenu au Conseil de Paris le 16 novembre 2021. Ces premières propositions ont vocation à être complétées, enrichies, revérifiées, corrigées tout au long du processus de la révision. Et il faut le dire, plus particulièrement suite aux remontées que nous espérons nombreuses, suite à la concertation présente. Voilà très rapidement ce que c'est le PADD. Donc, il s'agit d'une pièce, il faut retenir, stratégique et non pas une pièce opérationnelle, comme il est le règlement. Alors, très rapidement sur cette slide, pour dire comment nous voyons la structure de ce futur document. Il s'agit là donc d'aborder aujourd'hui une première mouture de ce qu'on imagine, avec donc dans la première partie un paragraphe introductif qui rappelle les ambitions, quelques ambitions transverses telles que la ville les a exprimées au Conseil de Paris de décembre 2020, quand il a prescrit la révision du PLU. Donc ce paragraphe introductif qui a son importance parce que tout de même apporte une nouvelle vision d'aborder l'urbanisme sur Paris,
devrait rappeler qu'il convient donc désormais de penser Paris comme membre d'une métropole majeure, qui est en effet une nouvelle dimension incontournable des politiques publiques. En effet, aujourd'hui, on le sait, tous les défis collectifs à relever s'inscrivent dans des échelons désormais plus larges que l'échelle de la commune, et qui doivent être appréhendés à plusieurs niveaux. En deuxième lieu, cette introduction devrait rappeler que la priorité consiste à concevoir un Paris résilient face aux défis environnementaux. Donc, un des objectifs du PLU, bien évidemment, c'est de traduire de manière prioritaire dans le champ qui lui définit le code de l'urbanisme l'objectif de résilience et d'adaptation. Troisième item dans cette partie introductive, accompagner les mutations de la société au sein du patrimoine parisien. On le sait bien que Paris est une ville, bien sûr, du déjà là, hein, elle est présente, mais elle est quand même sans cesse renouvelée, et elle doit répondre à des nouvelles demandes, elle doit s'adapter à de nouveaux usages. Il s'agit donc de mettre en place un urbanisme de transformation et un urbanisme contextualisé, en faisant en sorte qu'il y ait des logiques de sobriété, de multifonctionnalité, de réversibilité prime sur toute opération de construction. Enfin, sur cette introduction du futur document, il faudrait rappeler que les objectifs du PLU bioclimatique ne pourront prospérer que si les habitants s'impliquent pleinement. Donc, bien évidemment, l'idée, c'est de poursuivre cette co-construction de la ville, avec notamment une attention toute particulière vers les quartiers politiques de la ville. C'est le tout dernier item de cette partie introductive du futur document. Futur document, je rappelle encore une fois, qui est aujourd'hui en train de naître, document qui va donc se structurer avec cette partie introductive, et deuxième partie, la partie importante, c'est celle qui va développer en fait les orientations que d'une manière assez synthétique, on peut dire, l'idée c'est de les regrouper en trois axes thématiques et qui déclinent 9 orientations qui, chacune d'elles trouvera par la suite une traduction opérationnelle dans le futur règlement. Et donc, très rapidement, on va passer sur la slide suivante, comme ça, je ne vais pas monopoliser. Donc, l'idée, c'est de vous ne peut-être pas passer en revue l'ensemble des actions qui sont prévues à l'intérieur de chacune de ces grandes orientations, mais tout simplement peut-être mettre en avant celles qui paraissent un peu les plus et qui sont déjà en relation peut-être avec ce qui a été ressorti de la concertation sur le 6e arrondissement. Donc, insister peut-être un peu sur cette première thématique qui est donc la ville en transition vertueuse et résiliente. Donc, il s'agit bien évidemment des thèmes qui ont été mis en avant, comme c'est la nature, la santé et l'environnement. Donc, ce premier axe thématique propose 3 orientations majeures. La nature en ville. On peut dire en effet que, pour aller très vite, que tout simplement, face au constat du diagnostic qui a été présenté par François Bottet, qui a souligné quand même la carence d'espaces verts sur certains secteurs, notamment centraux, bien évidemment, le PLU se proposera de développer et de valoriser des grands réservoirs de biodiversité et de créer de nouveaux corridors écologiques existants. À partir du moment, si vous voulez, où ce type d'actions sont inscrites dans le document, dans le futur PADD, ces actions devront se décliner ultérieurement dans une phase ultérieure en prescription réglementaire. Donc c'est un peu, si je m'attarde un peu sur ce point-là, c'est pour bien mesurer la nature de ce document qui est appelé finalement le PADD et sur lequel nous travaillons actuellement et que la concertation va porter. Bien évidemment, l'ensemble des différentes actions qui sont proposées doivent, et nous l'espérons,
pourront être enrichis suite à cette concertation que nous menons aujourd'hui et suite aux débats qui vont avoir lieu pendant ces 2 mois qui sont devant nous. Donc, je prendrai très rapidement un autre sujet qui est dans le paragraphe, dans la deuxième grande orientation, réduction de l'empreinte carbone. Bien évidemment, là aussi, en relation encore une fois avec ce qui nous a révélé le diagnostic de la PUR, la rénovation en effet du bâti aujourd'hui n'intègre pas toujours la rénovation thermique. Là encore, donc je prendrai tout simplement la première action qui est mentionnée, promouvoir fortement l'éco-rénovation des bâtiments existants. Ça veut dire que à partir du moment qu'on met dans le PADD cette action, on doit derrière trouver dans le règlement en correspondance une règle qui fait en sorte que on répond à cet objectif et à cette action que nous avons inscrit dans le PADD. Et puis très rapidement, parce que vous avez évoqué tout à l'heure, Monsieur le maire, l'importance de la santé environnementale. Donc là, tout simplement, là encore une fois, comme vous l'avez dit, en effet, le diagnostic de la PUR, il a été alarmant. Une partie de la population, aujourd'hui, elle est exposée à la pollution atmosphérique et à un certain nombre de nuisances. Là encore, le PADD, ce futur document, devra mettre en avant les actions qui devront être mises en œuvre par la ville. Je prends tout simplement pour répondre à cette préoccupation. Hein. Donc, je prends tout simplement lutter contre les nuisances sonores. Si on va à ça, donc ça veut dire que derrière, la ville devra mettre en œuvre dans son règlement, dans ce document qui va être réalisé pendant l'année 2022 et qui sera soumis à la concertation au 3e trimestre, toute une série de dispositions réglementaires qui répondront à cette orientation et à cette action. Voilà un peu comment ça se présente la structure de ce futur document et comment quelle est l'articulation entre les orientations, les actions, et puis finalement, ultérieurement, le règlement qui, avec les prescriptions chiffrées, qui viendra dans les mois à venir. Donc, on peut passer sur la slide, voilà, on est passé sur la slide 2. Là, évidemment, on évoque la ville inclusive, productive et solidaire. Il y a 4 orientations. Je ne veux pas peut-être aller très loin. Par exemple, pour le logement, je vais prendre cette orientation qui est quand même importante. Le PADD, en tant que document qui propose, qui définit les orientations, du projet, il doit mettre en avant quelques objectifs. Donc c'est pourquoi si je prends tout simplement le deuxième alinéa, viser les 30% de logements sociaux dans un parc de résidence principale à l'horizon 2030. Si vous voulez, il s'agit là d'une orientation qui est bien fixée évidemment par les documents d'urbanisme supracommunaux, le STRIF notamment, et le PLU doit le reprendre et puis derrière mettre des actions au niveau du règlement pour pouvoir répondre, donc poursuivre quelque part la politique déjà engagée dans ce domaine du logement. Par exemple, je prends une autre action qui peut ressortir, c'est rééquilibrer l'offre du logement sur l'ensemble de la capitale. Donc, pour développer la mixité sociale, là aussi, c'est une action que le règlement devra s'en saisir pour pouvoir développer des secteurs dans lesquels le logement doit être protégé et renforcé. De la même manière, sur la ville capitale, des éléments ont été dits. Il s'agit là évidemment de conforter les établissements d'enseignement supérieur et de recherche, de poursuivre l'effort pour le logement des étudiants et des chercheurs. Donc le PLU met en avant ces différentes actions et le règlement, encore une fois, derrière, va pouvoir donner des chiffres et des objectifs plus détaillés. On peut passer sur la slide suivante. Ville productive, là, évidemment, c'est toute la dimension économique et emploi qui est abordée. À souligner particulièrement sur cette thématique qui face en effet au constat de baisse continue des emplois industriels et de fabrication artisanale, constat qui a été révélé par le diagnostic, le futur projet du PADD propose la protection des locaux au sein des secteurs prioritaires. Il propose
un maillage du territoire parisien en structure d'accueil et d'accompagnement, peut-être pour des jeunes entreprises et types d'incubateurs. Et ce sont quelques propositions qui devront être enrichies, complétées, et notamment avec les remontées que nous allons avoir pendant cette phase de concertation. Une action complémentaire dans l'orientation de la ville productive et la prise en compte, évidemment, d'une dimension relativement nouvelle, celle de l'agriculture urbaine, qui passe par l'objectif d'implantation de nouveaux espaces d'agriculture urbaine en visant le développement en parallèle d'une alimentation durable. Voilà quelques actions prioritaires identifiées aujourd'hui, mais encore une fois, qui doivent être amendées, ajustées, redimensionnées. On peut peut-être passer juste à la dernière orientation de cette thématique. Non, excusez-moi, j'allais dire 2 mots sur la ville du quart d'heure, sur le quartier du quart d'heure. Il s'agit là donc d'une notion, on la connaît tous, qui renvoie à une façon de concevoir la ville qui s'appuie sur la possibilité de réduire des déplacements contraints par une offre de proximité pour ce qui est nécessaire à la vie quotidienne. Et c'est un élément important parce que c'est en relation avec le bien vivre son quartier, bien vivre son arrondissement. Et il s'agit donc là pour le PADD d'insister sur la priorité qu'il faut être donnée sur le maillage parisien pour les équipements publics, notamment culturels et sportifs. Il faut là où il y a une absence pouvoir y répondre. Et il s'agit là aussi, sur un sujet que vous avez évoqué, Monsieur le maire, de protéger les commerces de proximité en prenant en compte les besoins de l'ensemble des publics et des habitants, notamment de ces quartiers. Voilà un peu ce qui fait en fait la politique de la quartier du quartier de quart d'heure. Et enfin, en passant au troisième axe, troisième thématique, une ville qui considère et valorise ses identités urbaines, une orientation très importante concernant les paysages. Je dirais tout simplement que les orientations du futur projet qui intègre cette thématique du PRD sont destinées à la mise en valeur finalement de la pluralité des identités des quartiers parisiens, qui garantissent, il faut se le dire, le bien vivre ensemble et surtout le bien-être des habitants. Il s'agit donc là de préserver, de conserver des séquences urbaines intéressantes et qui caractérisent les quartiers. On l'a vu lors de la concertation qui s'est déroulée en juillet 2021. Les habitants, ils se sont exprimés d'une manière très, très approfondie sur cette notion d'identité de quartier et le futur PLU devra en faire une priorité dans sa conception. Et en fait, cette démarche d'identification de ces quartiers à préserver devra être également pensée en intégrant encore une fois la nature. Il faut regarder la nature comme un élément patrimonial structurant dans la composition du paysage parisien. Donc jusqu'à hier, la nature était plutôt regardée comme un élément, disons, d'accompagnement. Là, il s'agit plus d'en faire un élément structurant dans la conception de la ville de demain. Et enfin, pour finir, la toute dernière orientation, c'est celle... On ne vous entend plus, Ioannis. Oui. Excusez-moi, le son a été coupé. Là, vous m'entendez? Oui. Juste pour finir. Donc, partons encore une fois du constat que Paris est une ville qui est déjà là. Le PLU propose de s'intéresser en premier lieu à l'existant, en soulignant d'une manière très très claire que le principe de la préservation du bâti existant est une priorité et la démarche qui consistait à démolir et reconstruire, c'est plutôt derrière nous. Donc, c'est une nouvelle façon d'aborder la ville et une façon de réfléchir l'urbanisme de demain. Enfin, de manière assez innovante, c'est pas marqué sur la slide, mais je pense que c'est important, s'il faut en dire un mot, c'est que le PLU bioclimatique souhaiterait promouvoir une approche transversale et globale de l'espace public. Et l'avant-projet donc sur lequel nous travaillerons prochainement, qui est l'objet de cette concertation, souhaitera mettre en avant une série d'actions et notamment la remise en cohérence le design urbain grâce à une juste
juste équilibre entre harmonisation, adaptation au contexte urbain et innovation aussi, ainsi que le développement de nouveaux usages, notamment peut-être le sport et la culture dans l'espace public. Voilà donc ce qu'on peut dire. Encore une fois, ce sont des actions qui sont aujourd'hui identifiées, mais qui méritent à être retravaillées, réajustées et enrichies par les contributions de tous. Merci beaucoup, Ioannis, pour cette présentation. Sur le chat, on vous a mis la synthèse de la concertation à l'échelle du territoire parisien. Sachez que le PowerPoint qui vous a été commenté, notamment par Ioannis, sera en ligne prochainement sur paris.fr. Sachez que la concertation, court du 21 janvier, donc vendredi dernier, au 1er avril. Voilà, vous pourrez vous prononcer sur les 9 orientations. Voilà. Vient maintenant le temps d'échange. Je vais prendre des questions à la fois sur le présentiel, parce qu'il y a des gens qui sont présents, mais il y a aussi des gens qui sont derrière leur écran et qui ont mis des choses sur le chat, et c'est important aussi de prendre leurs questions. Par exemple, j'en prends une de Pascal Schuster qui nous pose une question sur le PADD. Que faut-il, alors c'est une question directement, un peu technique, mais directement pour vous, je pense, Ioannis, c'est que faut-il entendre par conditionner l'écriture des règles, en parlant du PADD? Est-ce que c'est simplement orienter, voire éclairer, puisque le PADD, vous l'avez dit, n'est pas opposable? Voilà. En gros, c'est quelle est la valeur du document PADD ensuite sur... Tout à fait. Je réponds tout de suite, Pascal, oui? Oui, allez-y. Merci. Donc, tout simplement, en effet, le PADD, ce n'est pas une pièce opposable aux autorisations d'urbanisme. En deux mots, les pétitionnaires qui veulent soumettre une demande d'autorisation d'urbanisme, de construction, de ravalement, une demande de travaux préalables, cette pièce-là ne s'oppose pas à lui. Les pièces opposables dans le PLU qui peuvent motiver un refus à une autorisation, ce sont le règlement avant tout, et également les OAP, les orientations d'aménagement de programmation. Donc le règlement, comme je disais tout à l'heure, c'est la pièce du PLU qui sera conçue dans les mois à venir et qui sera soumise à concertation prochainement, donc au troisième trimestre 2021. Le PADD, donc, c'est une pièce structurante, mais qui présente la stratégie politique et pour le développement de la ville pour les 10 ou 15 ans à venir. Très bien, merci Ioannis. Je prends une question du chat et ensuite on retournera dans la salle de la mairie du 6e. Je vais vraiment naviguer entre les deux, distanciel, présentiel. Une autre question, alors peut-être Nouchteragnan ou Ioannis toujours, pour répondre sur une question sur la réduction de l'empreinte carbone. Voilà. Sur la diapositive 15, il est question de développement des modes propres, mais la limitation quantitative, notamment des véhicules automobiles, n'est pas évoquée. Voilà. Pour quelles raisons? Voilà. Est-ce que il n'y a pas effectivement d'indicateur chiffré dans le PADD dans cet avant-projet? C'est bien ça? Tout à fait. Il n'y a pas d'objectif chiffré. En revanche, je vous invite de prendre connaissance du document qui est intégré à la concertation, donc au site paris.fr, parce que là on explique un peu cette dimension-là, cette action, si on peut dire, ou orientation. Donc pour avoir un peu plus de détails, mais en effet, il n'y a pas d'indication particulière. Et la problématique de la voiture, évidemment, présente un aspect très particulier. Le PLU va s'y intéresser aux mobilités, ça va de soi. Le PLU est en mesure de réglementer le nombre de places de stationnement par programme à créer, ou au contraire de ne pas créer. Il met en place, donc, il y a toute une série de prescriptions
qui pourrait réglementer la dimension véhicule motorisé. Il faut se dire que les précisions sur ces actions-là, encore une fois, interviendront et qui seront prescriptives, interviennent dans le règlement. Très bien. Merci Ioannis. Anouche Toragnan, vous intervenez quand vous voulez pour compléter ou par rapport à cette réponse. Si vous voulez bien, je vais prendre des paroles dans la salle. Je vois une personne qui s'est levée avec un micro. Alors moi, elle m'apparaît dans une petite vignette. Je ne vois pas bien cette personne. Bien qu'elle se présente et qu'elle nous pose la question. Je prendrai les questions par 2 ou 3. Donc j'en prendrai plusieurs à la suite. On vous écoute, madame ou monsieur. Je ne vois pas bien. Bonjour, monsieur Adrien Lanier, je me présente, je fais partie de l'association qui cherche à préserver un petit peu les cadres de quartier nord du 6e. Et en fait, j'ai 2 remarques principales par rapport à votre travail, parce que j'ai lu quand même la DU 104, c'est-à-dire l'annexe 1 de Madame Anne Hidalgo, qui donne les grandes directives, et j'ai quelques idées qui avaient été soulevées lors des diagnostics précédents et qui s'inscrivent parfaitement dans cette démarche. Et c'est dommage que je préfère les rappeler parce que je les ai pas vraiment vus ressortir. Donc la première, c'est le diagnostic sur le bruit, qui est quand même une pollution importante et pollution sonore en fait, qui est pas forcément bien intégrée, mais en tout cas qui pourrait s'inscrire dans la remise aux normes des bâtiments, en particulier de ce que j'appellerais les bâtiments de débit de boissons ou de commerce un peu de surtourisme, c'est-à-dire c'est des points où vraiment on coche des cases qui répondent aux enjeux de Madame Hidalgo. Et en fait, je pense que dans la rénovation de des lieux, ou tout du moins des normes que vous pourriez mettre dans le règlement du PLU cette fois-ci, ce serait d'atteindre des objectifs de réduction de bruit et en même temps de réduction de CO2, par exemple en limitant peut-être les émissions de CO2 liées aux terrasses, etc., ou en les encadrant. Et c'est un élément, à mon sens, qui pourrait être bénéfique pour le mieux vivre ensemble et qui pourrait permettre de cocher très rapidement des objectifs de développement durable sur le bâti, parce que si vous prenez cette partie-là, ça c'est très rapidement réalisable, alors que si vous mettez globalement la rénovation de tous les bâtiments parisiens, ce sera très long. Donc ce serait un point gagnant pour votre mandature, d'ailleurs pour Madame Anne Hidalgo. Voilà. Alors je dis pas ça pour la défendre, hein. Les gens savent très bien que je suis pas forcément pro Hidalgo, hein, mais voilà. Et le deuxième point, c'est par rapport au développement durable des activités historiques des quartiers. Ça rejoint un point important que vous avez soulevé de l'identité. Et il me semble important que pour nos quartiers, il y ait une logistique qui soit nécessaire aux acteurs historiques des quartiers, qui soit mise en œuvre ou des fois, dans certains cas, conservée. Alors, on peut aménager, etc. Mais en tout cas, il faut que l'aménagement de l'espace urbain des commerces, ça c'est un point qu'on pourrait mettre dans le PADD, voire peut-être dans le règlement, permette cet aménagement urbain de préserver l'identité des quartiers et en tout cas de permettre la conservation de certains métiers historiques dans nos quartiers. Voilà. Donc c'est 2 points qui me semblent importants. Vous pensez à quel métier dans le 6e, par exemple? Alors dans le 6e, dans le Nord 6e, vous avez des métiers qui sont historiques très importants, c'est les arts et les lettres, les galeries, les maisons d'édition, et qui font vivre un cadre de vie magique dans nos quartiers, que les touristes viennent voir, et c'est pas du surtourisme cette fois-ci. La rue de Bussy, c'est du surtourisme où il y a énormément de bruit, énormément de tapage, etc., et que les gens du quartier fuient. Par contre, toutes les zones où il y a les galeries, les maisons d'édition, elles ont besoin de vivre, elles ont besoin d'avoir un cadre et un aménagement urbain propice et une logistique qui leur permettent de vivre. Voilà. C'était ces 2 éléments-là. Merci beaucoup. Eh bien, écoutez, vu qu'il y a 2 questions, peut-être on va y répondre et ensuite je reprendrai une suite de questions et je vais passer la parole à Madame Toragnan puis ensuite à Monsieur le maire, notamment votre remarque sur le bruit puis ensuite les activités historiques, notamment le diagnostic sur le bruit. Alors, je sais qu'en ce moment, il y a une concertation sur le règlement étalage des terrasses, c'est dans le mairie Paris Centre notamment. Madame Toragnan, peut-être un point sur le bruit, puis ensuite les activités historiques, puis ensuite je repasserai la parole à Monsieur le maire. Oui, merci beaucoup pour vos questions, en effet très pertinentes. Peut-être je vais laisser le cabinet d'Emmanuel Grégoire qui est présent avec nous ce soir vous répondre, ce sera beaucoup plus précis que ce que je pourrais vous dire sur ces questions très spécifiques. Je crois que Charles-Antoine Depardon est connecté, pourra vous répondre.
Alors, Charles-Antoine Depardon, directeur cabinet Emmanuel Grégoire, on vous écoute. Bonsoir, oui, merci beaucoup pour ces questions. Effectivement, très intéressantes. D'ailleurs, vous l'avez bien fait de le rappeler, qui sont tout à fait en cohérence avec l'action municipale. Est-ce que vous m'entendez bien d'abord? Est-ce que vous pouvez mettre un peu plus fort, Charles-Antoine? Je vais essayer de mettre un peu plus fort ou de parler plus fort. C'est peut-être ça qu'il faut que je fasse. Hop. Je vais essayer de parler plus fort. Ah, très bien, très bien. Sur la question des débits de boissons, des normes, de la réduction de bruit, c'est ça, de la qualité de vie et de la question du bruit, même de la salubrité. La réglementation, bien sûr, on va y travailler, et un début de réponse. Je dis un début de réponse parce que juridiquement, le PLU ne peut pas tout dans ce qu'il peut faire. Il agit sur les autorisations d'urbanisme et donc les demandes de permis de construire. Et lorsqu'on a une demande de permis de construire, c'est au vu du PLU qu'on instruit un permis, qu'on le donne ou pas. Dans ce cadre-là, c'est pas parce que dans le cadre du permis de construire, on explique que tout va être très bien, qu'il n'y aura pas de nuisance, que demain, il ne peut pas y en avoir sur une terrasse ou un café, enfin, les exemples que vous donniez. Donc, bien sûr, dans le PADD et le règlement, on va y travailler. D'ailleurs, dans l'avant-projet de PADD sur lequel vous pouvez vous positionner en ligne, il y a des éléments sur l'acoustique et les sujets sonores. Il sera très intéressant de savoir à quel point ce sujet-là est important pour les Parisiennes et les Parisiens. Pour ce qui est du règlement et de la réglementation de l'activité, c'est un petit peu hors champ du PLU. Je suis désolé de vous répondre ça comme ça. C'est aussi un sujet de police. C'est une question de trouble de voisinage sur lequel il y a d'autres actions de la mairie qui sont menées. Dans le cadre du PLU, on va essayer de mener au maximum les éléments qui pourront être faits, mais il y a aussi d'autres actions, le PLU ne peut pas tout. Sur la question du patrimoine et des activités traditionnelles germano-pratines dont vous parliez, effectivement, il y a un travail qui va être mené, qui est mené d'ailleurs en partenariat avec la mairie du 6e, qui nous a remonté un certain nombre de sujets, dont ceux-ci, pour inscrire dans le règlement les éléments les plus intéressants dans ce que le droit nous permet de faire, afin de favoriser l'identité des quartiers et donc un certain type de commerce à certains endroits. Il y a l'idée, par exemple, je divulgage un petit peu ce que le PLU va être, mais il y a l'idée de faire une grande OAP vide du quart d'heure dans laquelle on pourrait indiquer que dans tel quartier, c'est plutôt telle activité qui sera soumise, en tout cas, qui sera autorisée. OAP, peut-être préciser ce qu'est une OAP. Orientation d'aménagement et de programmation, excusez-moi, je suis allé un peu loin. C'est un outil du PLU qui permet d'orienter les projets dans une négociation avec les futurs preneurs. Pareil, il y a dans l'avant-projet de PADD tout un axe sur le quartier du quart d'heure. Il serait très intéressant de pouvoir avoir vos remontées et vos retours et même vos ajouts. On va dire, ça manque en termes de protection dans la concertation qui est en cours, afin que les équipes de la DU qui sont là puissent écrire le meilleur règlement. Voilà, j'ai été forcément un peu long parce que c'est pas une question facile, monsieur. Je vous remercie de l'avoir posée. Et peut-être que Ioannis ou François Baudet de la DU, si vous voulez compléter, si j'ai dit des bêtises réglementairement, n'hésitez pas à compléter. Peut-être le maire aussi voudra s'exprimer sur la question du bruit ou des activités historiques de son arrondissement. Mais Ioannis? Non. Monsieur le maire? Oui, non, mais bien sûr, le bruit, nous avons d'ailleurs fait un SICA récemment sur le bruit, et j'en ai fait plusieurs au cours des dernières années, et je souhaiterais effectivement que la ville soit beaucoup plus proactive, je l'ai d'ailleurs dit avec l'adjoint qui est venu, monsieur Danler, proactive en matière de réglementation d'un certain nombre de choses. C'est très clair. Et là, par exemple, sur les contre-terrasses estivales qui seront remises à partir du mois d'avril, je vais d'ailleurs faire signer à tous les restaurateurs une charte spécifique au 6e arrondissement, renvoyant d'ailleurs au règlement de la ville de Paris, puisqu'il faut s'adosser au règlement des étalages de la ville de Paris, mais spécifiant bien que ces contre-terrasses estivales, à partir du moment où elles seront autorisées, devront bien s'arrêter à 22h, ce qui n'a pas été le cas dans beaucoup de secteurs du 6e arrondissement. Alors, après, si ça se termine à 22h15, très bien, mais ça ne doit pas se terminer à 2h du matin, c'est qu'on ne doit pas gérer cette contre-terrasse estivale comme on gère l'intérieur d'un établissement.
Et là-dessus, la police municipale du 6e a été alertée. Très bien, merci. Monsieur le maire aussi, il était question aussi des activités historiques dans votre arrondissement. Est-ce que vous voulez Les rebondir? activités historiques, monsieur Depardon, vous les connaissez très bien. Après, je ne veux pas relancer le débat. C'est les galeries du 6e arrondissement, les galeries d'art qui constituent un écosystème particulier auquel tous les Parisiens sont très attachés. Et je pense aussi d'ailleurs beaucoup de membres de l'exécutif parisien. Et ces galeries, c'est très fragile. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui sont d'ailleurs également implantés dans des locaux qui appartiennent à la ville de Paris. Et ces galeries sont bien sûr sensibles à un certain nombre de projets, comme les projets notamment qui concernent la ZTL, qui a fait l'objet d'autres réunions et qui fera l'objet d'autres réunions, mais qui sont bien évidemment des projets qui inquiètent un certain nombre de galeries. C'est ça, c'est bien sûr ça. Qu'on traduit zone trafic limité, hein, c'est ça? Attendez, oui. J'ai dit une bêtise peut-être. C'est bien ça. Tout à fait. Merci, monsieur le maire. Je vous propose de reprendre une autre question. J'en vois pas sur le chat, donc on va rester dans la mairie du 6e. Je vais prendre une ou deux autres questions à la suite. Oui, bonsoir. Karmayouf, je représente l'association des parents d'élèves qui se trouve sur la rue Littré. Je voudrais poser une question concernant les contributions qui vont être faites. Est-ce qu'on pourrait avoir un éclairage sur la manière dont elles vont être traitées, analysées? Il y aura peut-être des arbitrages avec des tendances contraires. Et qui les traitera? Parce que j'imagine que, ce que je vous souhaite, c'est que vous ayez beaucoup de contributions et ça pourrait devenir compliqué. Et juste une petite réflexion par rapport à ce qui a été dit par rapport au bruit. Il me semble qu'il y a un projet qui s'appelle PAES, et ça signifie Projet d'amélioration de l'environnement sonore. Alors je ne sais pas si le PLU va travailler en interaction avec ce projet-là. Voilà, merci. Eh bien, on va vous répondre. En tout cas, je note sur comment on traite les contributions. Je vais en prendre plusieurs questions à ce stade de la soirée. On va répondre évidemment à tout. Oui, bonsoir. Une autre question, je la prends. Françoise Chevalier. Avenir Quartier Latin, association à la fois regroupant des résidents et des commerçants sur le 5e et le 6e. J'ai une question sur votre présentation. Qu'est-ce qu'un quartier politique? Alors, je pense que vous allez m'éclairer sur cette appellation. Ensuite, j'ai une réflexion sur la spécificité du quartier. Je reviens sur cette spécificité et je ne trouve pas dans votre présentation qu'on ait beaucoup d'attention sur l'environnement spécifique qui est le nôtre et qu'il faut savoir préserver. Et je me demande si on ne pourrait pas saisir les opportunités que nous avons avec les projets que vous présentez pour améliorer notre habitat historique, l'améliorer, le rendre compatible avec les enjeux qui sont les nôtres pour tous. Pour l'énergie, est-ce que c'est pas le moment d'y réfléchir? Est-ce que vous avez, à un moment ou à un autre, tenté d'évoquer cela? Alors certes, il n'y a pas que le 6e qui a des immeubles haussmanniens, ça concerne tout le Paris-Centre. Merci. Merci. Je prends peut-être une dernière question, puis comme je passe ensuite la parole à Anouche Toragnon, puisque il était question du traitement des contributions. Oui, je prends une dernière question avant qu'on y réponde et ensuite d'en prendre d'autres, hein, je vous rassure. Oui, bonjour de nouveau Madame Toinet. Comment se passe la mise en compatibilité obligatoire du PLU avec le schéma directeur de la région d'Île-de-France, qui est lui-même un document d'urbanisme de niveau supérieur régional? Ah oui, c'est une question un petit peu technique, mais tout à fait intéressante entre le PLU et le SDRIF. Et j'avais une demande supplémentaire. Est-ce que les orientations du SDRIF sur Paris d'une part et l'Île-de-France et Paris seront mises à disposition de la concertation pour que ceux qui sont intéressés puissent les consulter? Donc c'est la mise à disposition des documents, c'est ça? On va vous répondre. La mise à disposition des orientations du schéma directeur concernant la ville de Paris. Tout à fait. Anouche Toragnon, oui, on espère qu'il y ait beaucoup de contributions, et je crois que ça a commencé assez fort d'ailleurs, sur le PADD. Voilà, comment ça va être géré, traité.
À nouveau, je vais laisser la main au cabinet d'Emmanuel Grégoire, Charles-Antoine Depardon. On va vous répondre sur toutes ces questions beaucoup plus précisément que je ne saurais le faire. Et puis peut-être Mathilde Savary aussi apportera un éclair. Oui, merci. Charles-Antoine. À mon tour, je passe la main à Mathilde Savary de la direction de l'urbanisme et je compléterai si besoin. Oui. C'est une question très intéressante et en effet tout à fait pertinente puisque on a récolté à peu près 6000 contributions lors du diagnostic, contributions en effet qui ont dû être analysées au crible de différents traitements. En fait, elles ont été toutes rangées dans différentes catégories. Je vous invite à aller sur paris.fr afin de lire la synthèse et vous pourrez voir en effet l'arborescence finalement de toutes les contributions qui ont pu naître lors de la phase diagnostique. Et il en sera de même pour cette phase sur le PADD, puisque l'idée c'est que la direction de l'urbanisme, accompagnée de son bureau d'études, va trier et en fait finalement essayer de répartir ce qui relève. Alors, ce qui va se passer, très certainement, c'est que on va avoir certaines contributions qui ne feront pas partie du PLU, donc il va falloir qu'on évacue, mais pour lesquelles on va quand même tâcher de trouver une réponse. Puis après, celles qui vont être récoltées, est-ce qu'elles font partie encore du diagnostic? Est-ce qu'elles vont nourrir notre AVP de PADD? Est-ce qu'elles seront déjà un petit peu dans la phase règlement? Parce qu'on voit bien que ce qui intéresse quand même beaucoup la population, c'est la phase de règlement, la phase d'opérationnalité en fait de nos documents d'urbanisme. Et l'idée, c'est de pouvoir avoir un travail transparent justement sur l'ensemble de ces contributions et de voir jusqu'où elles peuvent nourrir le travail des services et le travail politique aussi évidemment. Il y avait aussi une question sur la mise à disposition des documents. Je complète, si vous voulez bien, Pascal. Très bien. Dit Mathilde, des conseils, des AMO qui vont aussi réaliser le traitement, comme Mathilde vous l'a dit, avec les directions de l'urbanisme, qui sont aussi garants de la bonne manière dont c'est traité. Monsieur Baumard, Pascal qui est là, est d'ailleurs un animateur qui n'est pas de la ville de Paris, qui est d'état d'esprit et qui garantit un bon traitement de tous. C'est très important pour nous, dans le cadre de la révision du PLU, d'être accompagnés. Et dans le traitement de vos contributions également, c'est pas uniquement la ville qui regardera, on sera conseillé par des spécialistes sur le sujet. Très bien, merci. Bien, d'autres questions qui ont été posées sur alors le plan sur l'amélioration de l'environnement sonore était posé. Une personne aussi a parlé de la notion de quartier politique. Là, j'ai pas bien compris. Et puis il y avait aussi la mise en compatibilité entre le PLU, le futur PLU, et le SDRIF, qui est le schéma de développement régional Île-de-France. Qui peut répondre à ces questions-là? Ioannis, Charles-Antoine. Concernant le SDRIF, on peut dire deux mots, si vous voulez bien. Le SDRIF, comme il a été dit, c'est donc un document supérieur au PLU, supracommunal. Le SDRIF, aujourd'hui, le PLU de Paris, il est compatible au SDRIF actuel. Le futur PLU de Paris devra être compatible au SDRIF. Donc voilà, c'est un rapport de compatibilité. Le PLU de Paris ne peut pas proposer des dispositions qui ne sont pas compatibles avec le SDRIF. Le SDRIF, c'est donc un document supracommunal un document qui va évoluer. Et qui va évoluer peut-être prochainement. Donc, mais le rapport avec le PLU ne peut pas changer. Il restera toujours, si par hasard le futur SDRIF n'était pas compatible avec ceux qui seraient le PLU, le PLU devra être modifié pour se rendre compatible. Très bien, merci. Je pense que la personne qui posait la question sur le quartier politique, en fait, oui, je viens de comprendre, c'est le quartier politique de la ville. Les quartiers qui peuvent recevoir des crédits qui sont sujets aux politiques de la ville, donc qui dérogent un peu du droit commun. Je crois que ça devait être ça la question. Il y avait aussi une question sur l'habitat historique, la prise en compte de l'habitat historique concernant le PLU, et puis il y a aussi le PAES aussi.
beaucoup, donc je voudrais savoir. Alors attendez. On va répondre déjà à mes questions. Madame, madame, je vous passerai la parole tout à l'heure, mais c'est pas comme ça que ça marche. On demande la parole d'avant. Ou alors la dame n'a pas fermé son micro. Je vous ferme votre micro. Je suis désolé, mais on va répondre justement à ces questions qui ont été posées. La question de l'habitat historique, la question du PAES. Pascal, sous le contrôle d'Anouche, si elle le veut bien, je peux essayer de donner des éléments de réponse là-dessus. Très bien. Merci, Anouche Toragnan. Sur le PAES, bon, il s'agit du plan bruit, qui est d'ailleurs porté par Monsieur Lertz. J'ai compris, Monsieur le maire, que vous aviez d'ailleurs une réunion à ce sujet avec lui. Monsieur Lertz fait partie de l'exécutif et à ce titre est un des contributeurs principaux de la révision du PLU en cours. Donc oui, le plan bruit. Il y a une bonne articulation entre le plan de bruit et le futur PLU. Il y a un sujet à la fois de protéger l'habitat des nuisances, dont sonores, et également un élément qu'on trouve intéressant qui est presque le droit à la fenêtre ouverte. Il va faire de plus en plus chaud, il faut qu'on puisse avoir la fenêtre ouverte le soir, dans ce que le PLU peut faire. Donc, je vous rassure, la personne qui a posé cette question, effectivement, c'est tout à fait intégré, à proximité des zones de nuisance, avoir des normes plus restrictives de protection, en tout cas du bruit pour les habitants, et aussi peut-être déplacer les nuisances. Sur l'adéquation du patrimoine et de la rénovation, peut-être que Ioannis Valjoris ou François Baudet pourront en dire plus. Ce qui est sûr, c'est que vous avez raison, madame, une des priorités du futur plan local d'urbanisme, s'il est bioclimatique, c'est bien, comme le disait Anouche Toragnan, bioclimatique, c'est faire mieux avec moins, avec ce qu'on a. Et ce qu'on a, c'est un patrimoine exceptionnel. Ce qu'on a aussi, c'est des acteurs du patrimoine très importants. Vous savez que Paris travaille main dans la main avec la commission du Vieux-Paris. Et elle a été missionnée par le premier adjoint et par la maire de Paris pour travailler en particulier sur la révision du plan local d'urbanisme. Un autre acteur important, c'est l'Agence parisienne du climat, que vous connaissez aussi peut-être. Et des groupes de travail sont organisés entre l'Agence parisienne du climat, la commission du Vieux-Paris, l'ADU, les ABF, justement. Architectes des bâtiments de France. Merci. Ouais, les architectes des bâtiments de France, pardon pour la siglite, qui est un mal en urbanisme, qui vont justement se réunir pour trouver des manières, en tout cas, de promouvoir la rénovation thermique, la rénovation aussi sonore, dans des bâtiments qui sont protégés. Il existe des solutions très simples. Vous savez, des murs pignons, juste déjà de les isoler. Ils sont peut-être moins beaux patrimonialement, mais déjà de les isoler, ça peut apporter déjà beaucoup de choses. Voilà. Il y a l'isolation par l'intérieur, etc., etc. Peut-être sur ce point qui est un peu technique, mais qui est très important et très intéressant. Ioannis, François, est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose ? Et puis, je vous fais une petite remarque. Charles-Antoine ne vous entend pas toujours très bien. Enfin, on vous entend, mais vous pourriez parler, peut-être avoir un son un peu meilleur. Et voilà, petite remarque au passage. Désolé. Ioannis ? Non, pas grand-chose à ajouter. Je crois que tout a été dit. Peut-être il faut répondre sur la question aussi du quartier de la politique de la ville, peut-être. Oui. Alors peut-être, tout simplement, en effet, les quartiers politiques de la ville, il s'agit de quelques quartiers bien identifiés qui bénéficient d'une politique en matière d'un certain nombre de domaines d'actions particuliers. Donc, en ce qui concerne l'éducation, le logement, l'emploi, renforcement du lien social, sécurité. Il y a là un dispositif particulier qui est mis en place pour sur ces quartiers qu'on appelle un peu des quartiers défavorisés, et on puisse les intégrer dans la meilleure manière possible à la ville. L'idée également, c'est d'ouvrir ces quartiers-là au reste de la cité à travers l'ensemble de ces actions qui sont mises en œuvre par la collectivité. Parfait. Merci beaucoup, Ioannis. J'ai vu qu'une personne tout à l'heure, c'est monsieur ou madame Roudillon, ont voulu prendre la parole, sauf si c'était une erreur de micro. Si vous voulez prendre la parole, alors vous êtes en distanciel, je veux bien vous prendre parce que on va essayer d'alterner entre la mairie et le distanciel. Donc, si vous m'entendez et que vous vouliez vous exprimer tout à l'heure, je vous autorise à ouvrir votre micro. Monsieur ou madame Roudillon. Ou alors c'était une erreur micro. Bon, je m'en excuse. Eh bien, je vois sur le chat qu'il n'y a pas de nouveauté. Alors, je me retourne vers la mairie
du 6e, pour s'il y a encore quelques questions à prendre. Alors, il y a Monsieur Chevalier qui va intervenir, et puis après, je pense, comme l'heure passe, qu'on pourra peut-être, Madame Hervieux qui veut dire quelques mots, et ensuite on passera peut-être on dira quelques mots sur la phase de concertation, puisqu'il y a la concertation qui va se poursuivre jusqu'au 1er avril, et il y aura également un certain nombre d'actions sur le terrain que, initialement, la mission avait souhaité faire dans la foulée de la réunion début janvier, fin janvier, pardon, mais j'ai souhaité, compte tenu du contexte sanitaire, compte tenu du fait qu'il y a beaucoup de choses en ce moment, que ça soit décalé au début du mois de mars, qui sera sans doute une période plus favorable, ce qui n'empêchera pas l'ensemble des participants et des personnes intéressées à venir éventuellement émarger, mettre leurs commentaires sur les cahiers qui seront au service de la population, c'est-à-dire au service de l'état civil, au rez-de-chaussée dans la cour de la mairie disponible pour le public aux heures d'ouverture de la mairie, ou faire également des contributions par Internet. C'est tout à fait possible. Monsieur Chevalier. Et on va revenir sur la concertation en fin de réunion. Tout à fait. Mais j'ai un peu résumé, parce que l'heure passe. C'est d'ailleurs l'heure qui était indiquée sur le document, et les gens commencent à s'en aller. Donc je facilite la tâche. Bien. Monsieur Chevalier. Bien, merci, Monsieur le maire, de me laisser la parole. Je suis un petit peu surpris et un petit peu presque outré d'avoir entendu ce qu'on a entendu tout à l'heure de la part du monsieur dont j'ai même pas entendu le nom, d'ailleurs, qu'on voyait pas très bien, qui est du cabinet de Monsieur Grégoire. Monsieur Depardon, peut-être. Peut-être qui parlait des bruits et de la réglementation. On dit, on va faire une réglementation, c'est bien beau, mais il faudra la faire appliquer. Alors, entendre dire c'est la police, c'est une affaire de police, c'est plus dans les priorités de la police, qui nous l'ont répété. Et après discussion avec la police municipale nouvelle la semaine dernière, j'ai bien l'impression que ça ne sera pas le cas du tout. Donc, c'est un petit peu facile de dire on va faire des réglementations et on va pas s'en occuper. Et il y en a une déjà à l'œuvre. Peut-être Charles-Antoine Depardon pourra vous le dire. C'est le RET, règlement étalage et terrasse. D'accord, bon, mais si vous voulez, devant chez moi, ça se voit toujours pas. Le trottoir, on y va ensemble si vous voulez, il est toujours à 40 cm. Hein, bon, alors, c'est vrai qu'il faut réglementer, qu'il faut essayer de les faire réglementer, mais dans notre quartier, la survie des métiers dont on a parlé tout à l'heure est une véritable concurrence devant l'avancée, la vague d'avancée du tourisme de masse. Et la concurrence, c'est pas qu'une question de réglementation. Je me souviens d'un bistrotier des plus indélicats qu'on avait rencontré avec Monsieur le maire, qui nous a dit « Je prendrai tout le terrain que la mairie me laisse. » Que Paris me laisse. Ça incluait tout le monde. Hein, et donc, c'est vraiment une question de concurrence. Donc le terrain, l'aménagement du terrain est très important pour éviter de laisser un terrain trop propice, par exemple des terrasses systématiquement élargies à plus de 1,60 m, par exemple, ou mettez une coulée verte à travers le quartier pour faire bien, pour mettre des pots de fleurs, tout ça, et bien le quartier, il est mort. Et ça, on ne peut pas dire que le PLU n'a pas d'influence là-dessus, au contraire, il a une grande influence. S'il vous plaît, pour définir un périmètre qui facilite la protection de nos espaces de vie. Voilà. Très bien, merci monsieur. D'autres questions? Il y a Madame Hervieux qui souhaite intervenir. Madame Hervieux. Oui, merci beaucoup. Bonsoir à tous. Je voulais remercier les équipes pour ce travail considérable sur la concertation et remercier les habitants qui ont tenu bon jusqu'à maintenant pour cette réunion importante. Je voulais simplement faire une remarque par rapport justement aussi ce qu'on vient d'entendre sur cette question des nuisances sonores. Effectivement, le 16 novembre dernier, il y a eu une présentation de ce qu'on appelle le plan d'amélioration de l'environnement sonore qui est porté par mon collègue d'Alert à l'échelle de la ville de Paris, et je voulais vous communiquer le fait que ce plan d'amélioration
d'amélioration de l'environnement sonore. Il est disponible normalement sur le site de la ville de Paris. Je peux vous l'envoyer aussi pour ceux qui souhaiteraient le consulter. Et il prévoit, selon le calendrier qui a été présenté, qu'il y a un vote définitif sur ce plan pour un lancement en mars-avril 2022, avec un comité de pilotage qui est en train de se lancer. Et c'est vrai que c'est très intéressant cette étude sur les nuisances sonores, parce qu'on voit que, en fait, les sources de pollution sonore sont vraiment multiples, beaucoup plus larges qu'on les imagine. Et donc, il y a toute une réflexion de la ville de Paris en ce moment sur ce sujet-là et qui va se mettre en œuvre là dans les prochains mois. Donc, n'hésitez pas à consulter ce plan d'amélioration de l'environnement sonore qui est un travail vraiment très intéressant et avec des mises en œuvre concrètes pour y remédier. Merci. Merci beaucoup, Madame Hervieux. Est-ce qu'il y a encore une dernière intervention au sein de la mairie, auquel cas eh bien, on redonnera quelques dates importantes en matière de concertation. Non, il n'y a pas d'autres interventions. Alors, on va s'approcher vraiment de la conclusion. Peut-être, est-ce que Charles-Antoine ou Anouche Tarnian, est-ce que vous voulez réagir là, sur l'intervention sur les nuisances sonores, le règlement, où on a déjà un peu répondu tout à l'heure? Excusez-moi, j'avais posé une question. Enfin, plutôt, je voulais faire une remarque. Je suis de l'association S Bruit Paris 6e. Oui, vous êtes je voudrais revenir sur la pollution sonore. Effectivement, c'est un sur la pollution sonore, en particulier des débits de boissons, bars, etc., qui est la préoccupation première des habitants du 6e. J'espère, justement, dans ce que vous voulez faire, il faut absolument, comme disait Monsieur Chevalier, essayer non pas simplement d'imposer des normes anti-bruit, mais surtout d'éviter les sources de bruit. Alors, par exemple, toute piétonisation des rues, tout élargissement des trottoirs qui sont aussitôt non pas envahis, enfin non pas pour les piétons, mais qui sont envahis par les terrasses et autres, ça laisse le terrain, ça laisse en concurrence effectivement le tourisme de masse, et c'est une aggravation inévitable des nuisances. Je crois que si vous voulez une ville vertueuse, résiliente... Il y en a eu d'autres dans ce sens. Voilà. Peut-être je vais me retourner vers la mairie de Paris sur la question des nuisances sonores, comment ça peut s'intégrer dans le PLU, au-delà du règlement étalage et terrasse. Peut-être Anouche Tarnian ou Charles-Antoine de Pardon pour répondre à l'ensemble de ces interrogations et interventions. Il serait temps, effectivement... Non, madame, on va répondre parce que là, attendez, on arrive en fin de... Sur la question, je vois dans le chat sur les arbres, simplement pour vous dire qu'en effet, il y a cette nouveauté du futur PLU bioclimatique. En effet, les arbres ne sont pas protégés dans le PLU actuel, mais le seront dans le futur PLU. Et vous êtes évidemment invités, comme on l'a dit tout au long de cette réunion, à notifier dans la plateforme ID.Paris les arbres remarquables de votre arrondissement. Sur le bruit, Céline Hervieux a très bien répondu, mais si le cabinet d'Emmanuel Grégoire veut compléter, avec plaisir, mais je crois qu'on a déjà bien fait le tour, il me semble. Tout à fait. Tout à fait. Bien, écoutez, je vous propose peut-être de rappeler quelques dates importantes pour la concertation du PLU au sein du 6e. Et peut-être je vais repasser la parole à Mathilde Savary de la direction de l'urbanisme pour ses points sur la concertation. Et puis ensuite viendra le temps de la conclusion avec Monsieur le maire. Et puis pour le mot final avec Anouche Tarnian. Je serai très courte. On va peut-être changer de slide. Aller directement sur la slide qui récapitule en effet les dates pour l'arrondissement du 6e. Donc, comme a pu l'indiquer Monsieur le maire juste avant, les ambassadeurs et les ambassadrices du PLU seront déployés au sortir des congés, donc le lundi 7 mars, rue de Rennes de 11h à 14h, puis entrée du Jardin de Luxembourg de 14h30 à 17h30. Je pense que en temps venu et avec notre concours, la mairie du 6e pourra refaire une petite piqûre de rappel pour ces dates en termes de communication auprès de ces différents administrés. Le deuxième dispositif qui est mis en place, c'est donc l'atelier de formation pour les forums urbains, qui lui a lieu demain à 18h30,
un lien Zoom a été transmis aux différents conseils de quartier du 6e arrondissement et, comme l'indiquait aussi Monsieur le maire, la mise à disposition des registres aux horaires d'ouverture de votre mairie. Normalement, je suis censée faire une petite intervention aussi sur la plateforme en elle-même, mais là, vu qu'on est et en distanciel et sur Internet, je ne sais pas si ce sera appréhendable par tout le monde, mais dans tous les cas, je vous invite vivement à aller sur id.paris afin d'avoir accès à l'ensemble de l'avant-projet du PADD et de pouvoir prioriser les différentes orientations et en fait, l'idée, c'est de creuser un petit peu et de finalement essayer d'en proposer de nouvelles, de proposer des alternatives et à terme aussi, comme pouvait l'indiquer Madame Toragnan, de pouvoir les localiser. Très bien. Eh bien, rendez-vous sur id.paris.fr. Merci Mathilde. C'est très bien fait. Vous verrez, il y a plusieurs onglets, notamment, il y a une entrée. J'indique le lien dans le chat si vous voulez. Et, comme j'indiquais aussi, la présentation sera mise en ligne très prochainement. Très bien, merci Mathilde. Bien, l'heure de la conclusion. Je propose, Monsieur le maire, un dernier petit mot, puis ensuite le mot de la fin pour Anouche Toragnan. Bien, merci infiniment. Oui, je voulais remercier également l'ensemble des participants et ceux qui ont contribué à cette seconde étape de l'élaboration du PLU, en signalant d'ailleurs qu'outre les étapes de concertation que vous avez prévues, les conseils de quartier les 6 conseils de quartier du 6e qui vont se réunir pour l'essentiel au premier trimestre auront l'occasion sans doute également d'apporter leur contribution, de redébattre et peut-être également de fournir quelques adresses spécifiques ainsi que de rappeler les espaces verts protégés qu'il faut continuer à protéger dans le cadre du PLU que nous sommes en train de mettre en œuvre. Et enfin, je voulais quand même rappeler que j'ai bien demandé, et on verra, puisqu'il y a une feuille de route qui est actuellement en cours de discussion, pour moi, ça sera une tâche importante que celle dévolue à la police municipale, puisqu'on l'appelle police municipale, aux agents de la mairie de Paris affectés à la police municipale du 6e arrondissement, de contrôler les contre-terrasses estivales du 6e. C'était la réponse ma contribution que je voulais faire à cette question qui, bien sûr, par définition, très sensible. Merci, Monsieur le maire. Madame Toragnan, je vous laisse la place pour le mot final. Merci, Monsieur le maire. En effet, donc, je vous remercie évidemment pour votre présence ce soir, pour toutes vos contributions. Je remercie également les services de la ville de Paris, le cabinet d'Emmanuel Grégoire et État d'Esprit pour l'animation de cette réunion. Vous rappelez simplement que le document qui vous a été présenté est en effet un document évolutif et que donc nous allons intégrer toutes vos contributions à la rédaction de ce futur PLU et donc vos contributions et toutes vos questions sont autant d'éléments qui vont enrichir la révision du plan local d'urbanisme et donc je vous encourage toutes et tous à évidemment aller contribuer sur la plateforme id.paris puisque vous l'aurez compris, les changements que vont entraîner la révision du PLU vont nous impacter toutes et tous dans notre quotidien. Donc voilà, je mets évidemment l'accent sur la concertation dans ce type de dispositif qui est fondamental et je vous encourage donc à nouveau à participer et à en parler autour de vous. Merci à toutes et à tous et je vous souhaite une excellente soirée. Merci Madame Toragnan. Bien, bonne soirée à toutes et à tous. Merci à tous les intervenants et merci Monsieur le maire pour l'organisation au sein de la mairie du 6e, à tous ceux qui étaient en distanciel, merci. Et voilà, la concertation se poursuit sur id.paris.fr et dans tous les arrondissements. Donc on vous souhaite une très bonne soirée.